Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau chapitre d'histoire de terminale, les régimes totalitaires à la recherche d'une nouvelle géopolitique européenne. La Première Guerre mondiale, par la brutalisation des sociétés qu'elle provoque, est un bouleversement profond pour les pays européens. Les révolutions russes aboutissent à la mise en place d'un régime communiste. Les démocraties sont fragilisées par la guerre et la crise, et les jeunes démocraties italiennes et allemandes résistent mal aux mouvements politiques antidémocratiques et violents qui prospèrent à la faveur des difficultés. Bientôt, en Russie, en Italie et en Allemagne, apparaîtront des régimes d'un type nouveau, qualifiés de totalitaires. L'adjectif totalitaire est créé par des opposants au fascisme italien, mais dès 1925, les fascistes eux-mêmes utilisent le mot et le revendiquent. À partir de 1933, les nazis parlent avec fierté de l'État total. Les contemporains observent des parentés entre le fascisme et le bolchevisme, comme l'italien et antifasciste Nitti, qui souligne l'usage de la violence et la suppression de la démocratie dans ces régimes. À partir de 1947, et dans le contexte de la guerre froide, ce concept va connaître un nouvel élan. George Orwell le popularise dans 1984. Philosophes, politologues et historiens s'emparent alors de la question. Pour Hannah Arendt, il s'agit d'une domination permanente de tous les individus dans toutes les sphères de leur vie. Dans les origines du totalitarisme, elle le définit comme une forme nouvelle de domination exercée par un parti unique, disposant d'un contrôle absolu grâce à de nouvelles techniques de mobilisation et à un niveau de terreur sans précédent sur les masses. En France, Raymond Aron, qui lui répond, met l'accent sur les facteurs historiques dans l'avènement des régimes totalitaires. Plus tard, Karl Friedrich, un politologue, énumère des critères. La toute-puissance de l'idéologie, la domination du parti unique et du dictateur, la terreur, le monopole des médias et de la violence, la planification de l'économie. En quoi les caractéristiques des régimes totalitaires remettent-elles en cause l'ordre européen issu de la Première Guerre mondiale? Grand 1, des racines et des pratiques communes. A, des régimes issus de la brutalisation des sociétés. Le régime communiste qui s'installe progressivement en Russie est né dans le contexte de la Première Guerre mondiale. C'est le soulèvement de la population et les mutineries qui aboutissent à la chute du tsar Nicolas II en février 1917. Le gouvernement provisoire libéral qui le remplace poursuit la guerre et la situation se durcit. En octobre 1917, il est à son tour renversé par un coup d'État mené par les bolcheviks, le mouvement minoritaire communiste dirigé par Lénine. Benito Mussolini prend les rênes du PNF, le Parti national fasciste, dans un pays qui se sent trahi par la victoire mutilée et qui réclame les terres irridantes, qui n'ont pas été obtenues à l'issue des traités de paix. Les grèves se multiplient. Mussolini s'appuie sur les squadrés ou chemises noires, un groupe paramilitaire majoritaire composé de soldats démobilisés qui mènent des opérations violentes, pour créer un climat de violence favorable à sa nomination à la tête de l'Italie. Le 28 octobre 1922, il lance la marche sur Rome de 26 000 chemises noires. L'armée, complice, ne bouge pas. C'est un coup d'État en douceur. Le 30 octobre, le roi Victor Emmanuel III le nomme président du Conseil. En Allemagne, la République de Weimar, née en 1918, est dirigée par une coalition de sociodémocrates, de catholiques du centrum et de libéraux. La République est considérée par les partis politiques nationalistes et conservateurs comme la responsable de la défaite, véritable coup de poignard dans le dos, et de l'humiliation du diktat de Versailles. Les communistes, eux, l'accusent d'avoir du sang sur les mains depuis la répression du mouvement spartakiste en janvier 1919. Une autre racine commune à ces régimes totalitaires est la misère. En Russie, la Première Guerre mondiale puis la guerre civile qui oppose les communistes aux Blancs entre 1917 et 1922 a créé les conditions favorables à l'établissement d'un régime violent dans un pays déjà marqué par une grande misère. Après la Première Guerre mondiale, l'Italie connaît une aggravation des inégalités sociales que la démobilisation augmente. Dans tout le pays, il y a une agitation révolutionnaire avec des occupations d'usines et de terres. Face au gouvernement socialiste, seuls les nationalistes demandent l'ordre, ce qui favorise l'émergence des fascistes de Mussolini. C'est en Allemagne que le poids de la crise économique est le plus fort dans la mise en place du régime totalitaire. Si le NSDAP, le parti nazi, est présent dès les années 20 en Allemagne, il reste marginal et ne connaît pas de succès politique majeur avant l'arrivée de la crise économique de 1929. Ces années-là sont cependant celles de la préparation à la conquête du pouvoir. Hitler et son jeune parti échouent en 1923 lors du putsch de la Brasserie. Condamné, il sort de prison avec une doctrine rédigée dans Mein Kampf, bien décidé à préparer une prise légale du pouvoir, en se dotant d'un journal et d'un parti structuré, aidé des SA, créés en 1921, puis des SS, créés en 1925. À partir de 1929, l'augmentation du chômage fait gagner des voix au parti nazi, tandis que les SA organisent la violence et luttent contre leurs adversaires du Parti communiste allemand, le KPD.
Ce contexte crée là encore les conditions favorables à la nomination d'Hitler comme chancelier en janvier 1933 par le président Hindenburg. B. Une société encadrée. Un chef charismatique, la clé de voûte du système. Dans les régimes totalitaires, la place du chef est centrale. C'est un chef infaillible, c'est le Führerprinzip. Il est tout puissant. Un véritable culte se met en place autour de ces guides qu'il faut écouter et suivre aveuglément. Il s'agit du Duce, Mussolini, du Vojt, Staline ou du Führer, Hitler. Grâce à la propagande orchestrée par des hommes comme Joseph Goebbels, le ministre de l'Information et de la Propagande en Allemagne par exemple, ils sont omniprésents, à la radio, sur les affiches, et ils invitent la population à se sacrifier pour leur nation. De grandes manifestations sportives ou politiques sont organisées, mettant en scène cette adhésion populaire, comme à Nuremberg ou bien encore lors des festivités de la Révolution d'Octobre sur la place Rouge à Moscou. Le peuple ne fait qu'un derrière son chef. C'est la négation de l'individu, l'homme masse, décrit par Hannah Arendt. Dans les États totalitaires, l'individu doit s'effacer au nom de la construction d'une société nouvelle, d'un homme nouveau. Chaque moment de la vie sociale est encadré par une organisation issue du parti unique. Les organisations de jeunesse, comme les jeunesses hitlériennes, les Balila et les avant-gardistes en Italie, ou les pionniers et les Komsomol en URSS, mais aussi le travail, avec le Front du travail en Allemagne ou les soviets en URSS. La vie sociale et politique au sein du parti devient un ascenseur social. En Allemagne, l'organisation Kraft durch Freude, la force par la joie, organise même le temps libre et les vacances des travailleurs. L'ensemble de la vie sociale est politisé et les résistances sont faibles, malgré certaines tentatives au sein des milieux chrétiens. Toute forme de résistance est sévèrement réprimée. C'est une économie dirigée, et d'abord l'économie socialiste de Staline. En 1929, Staline lance son pays dans une grande réforme économique. C'est le grand tournant. Il veut faire de l'URSS une grande puissance industrielle. L'État nationalise alors l'ensemble de l'économie et fixe des objectifs de production dans les pleins quinquennaux. C'est la planification. La priorité est donnée à l'industrie lourde. C'est l'agriculture qui doit financer l'industrialisation. La propriété privée est supprimée. C'est la collectivisation des terres, confiscation des terres, du bétail, du matériel et des semences. Les terres sont alors regroupées dans des fermes collectives d'État, les sovkhozs, ou de plus petites coopératives, les kolkhozs. Les paysans propriétaires, les koulaks, s'opposent à cette collectivisation, mais ils sont sévèrement réprimés. C'est la dékoulakisation. Le monde rural est désorganisé et la famine fait son apparition, notamment entre 1931 et 1933, avec entre 6 et 8 millions de morts selon les estimations, notamment en Ukraine. L'État accuse les koulaks, tandis qu'il glorifie ses nouveaux héros, la kolkhozienne ou l'ouvrier, comme Stakhanov, un mineur, qui aurait, selon la propagande, produit 14 fois plus que les objectifs. Le dirigisme d'État allemand et italien. En Italie, Mussolini lance des programmes ambitieux pour faire de son pays une grande puissance industrielle et agricole autour de l'assèchement des terres insalubres. Avec la crise économique, le dirigisme italien s'accentue avec la mise en place d'une politique de grands travaux, avec la construction d'autoroutes ou de navires. L'IRI, Institut pour la reconstruction industrielle, est créé en 1933. Il contrôle une large part de l'industrie italienne. En Allemagne, la propagande met aussi en lumière de grands travaux comme les autoroutes. L'autre chemin choisi par l'Allemagne et l'Italie est celui de l'autarcie, c'est-à-dire d'une économie fermée. Cependant, la bataille de l'emploi n'est gagnée en Allemagne que dans le cadre du réarmement. En 1939, les 2/3 du revenu national sont consacrés au réarmement, au prix d'une baisse importante du pouvoir d'achat et d'un pillage industriel des pays annexés. Ce recul du chômage explique en partie l'adhésion de la population au régime totalitaire. Cette première partie est terminée. Nous nous retrouverons bientôt pour la suite du chapitre afin d'expliquer les idéologies de ces États totalitaires et le rêve d'un nouvel ordre européen. Merci et à bientôt.